Olivier Schrammeck, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA. Vous venez de dévoiler le calendrier de la nomination du président de Radio France. Je le répète, mais vous allez le préciser. Alors, les candidats devront déposer leur dossier avant le 24 janvier. Vous allez faire une première sélection fin janvier, les auditions, et puis une nomination, j'allais dire officielle, le 7 mars. C'est bien ça ? Nous sommes fixés le 7 mars parce que la loi nous impose de faire ce choix le 11 mars au plus tard, soit 2 mois avant la fin des fonctions de l'actuel président de Radio France. Alors, est-ce que ce calendrier assurera une certaine confidentialité aux candidats ? Oui, nous sommes inspirés de 3 principes. Une exigence de clarté que nous devons vis-à-vis de l'opinion, une exigence d'égalité, tous seront placés sur le même pied, mais aussi la nécessité, dans une première phase, d'une suffisante discrétion qui est un objectif de respect des personnes, mais aussi la nécessité de pouvoir faire appel aux compétences les plus diverses. Qui sont déjà en poste. C'était ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas donner un nom, j'allais dire, en pâture dans la presse, sans que l'éventuel candidat de la vie privée s'accompagne du respect de la vie professionnelle du parcours de chacun. Ça veut dire que les auditions seront à huis clos. Alors, ce n'est pas la seule raison. Le Conseil constitutionnel, en 2000, a explicitement censuré une disposition qui était alors prévue sur le caractère public du compte-rendu des auditions et des dialogues avec le CSA. Et il a considéré que c'était contraire à l'intérêt général, au bon fonctionnement du secteur public audiovisuel et à la liberté d'appréciation du CSA, et il a même ajouté à la vie privée des candidates et candidats. Vous suivez le Conseil constitutionnel. Vous avez déjà reçu des manifestations d'intérêt, des gens qui sont déjà candidats, qui vous sollicitent, qui vous demandent votre avis? J'écoute ce qui m'est dit. Et beaucoup de gens vous parlent, c'est ça, en ce moment, non? Certaines personnes peuvent directement ou indirectement me laisser entendre que... D'accord. Jean-Luc Hess, l'actuel président de Radio France, devrait, il n'a pas encore officiellement dit, mais devrait candidater à sa propre succession. Quel bilan vous dressez de l'action de Jean-Luc Hess à la tête? Je me garderai de dresser un bilan. Si bilan il doit y avoir, il sera fait au cas où M. Hess confirme sa candidature au sein du collège. Au sein du collège. Alors, quelles sont les qualités que doit avoir un candidat ? Eh bien, le collège a décidé d'en débattre à huis clos et par conséquent, à ce stade, je ne saurais rien vous dire. Mais il va être choisi sur un programme, sur une personnalité, sur des engagements. Le législateur a été très net. Oui. D'une part, chacun doit présenter un projet stratégique, c'est une nouveauté importante. Et bien entendu, c'est en fonction de la compétence et de l'expérience, le législateur le précise aussi, que nous serons amenés à faire notre choix. Par ailleurs, notre décision sera motivée. D'accord. Et évidemment, les motivations seront rendues publiques, donc il y aura une grande transparence. Pour France Télévisions, quel va être le calendrier des nominations? Est-ce qu'on peut déduire de celui de Radio France? Quasiment à une réserve près, c'est-à-dire que pour Radio France, nous avons une disposition particulière qui nous impose de nous déterminer entre 2 et 4 mois avant le terme de la fonction, alors que le régime normal qui s'appliquera à France Télévisions, c'est 3 à 4 mois. Ce qui veut dire, on peut imaginer que la nomination, ça sera quoi, en mars ou en avril 2015 ? C'est un peu trop tôt pour le déterminer. Mais nous aurons un peu plus de latitude dû tout simplement au calendrier. D'accord. Alors, la nouvelle loi a retiré le pouvoir de nomination au président de la République pour le donner effectivement au CSA. Mais vous êtes très très proche de François Hollande. Est-ce que ça ne sera pas une décision conjointe entre M. Hollande et vous-même? Certainement pas. Certainement pas. Le président de la République, à ce que je sache, n'a pas l'intention d'intervenir dans cette nomination. Et si cette tentation venait, ce que je ne crois pas, il sait parfaitement que je ne suis pas homme à recevoir des consignes.
Très bien, au moins ça, c'est très clair. Dans une interview, vous aviez déclaré que vous vouliez rencontrer les dirigeants de France Télévisions tous les 15 jours afin de faire le point. On a tous pris ça pour une espèce de mise sous tutelle de France Télévisions par le CSA. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vous répondre très clairement, le régulateur n'est pas un conseil de tutelle. Quelle est la mission du régulateur? Il est de s'assurer que toutes les fonctions qui sont dévolues au secteur public, et notamment à France Télévisions, par le législateur, sont bien remplies. Elles sont très nombreuses, de la diversité des programmes, à la préservation de notre patrimoine linguistique et culturel, sur lequel nous avons fait un colloque récemment, en passant par l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement. C'est ça ce qui fonde le caractère exemplaire du service public. Et c'est dans ce champ que nous sommes amenés à intervenir. Il est vrai que les conditions économiques, financières, sociales, d'organisation de l'entreprise ne sont pas sans lien. Et vous savez à quel point je suis attaché à l'idée qu'un régulateur ne saurait être tronçonné, un régulateur qui est garant des finalités socio-culturelles doit être aussi un régulateur économique. Économique, ça, d'accord. Donc c'est pas une mise sous tutelle, mais normalement le CSA régulé, j'allais dire, a posteriori, il découvrait qu'il y avait un manquement. Là, vous avez l'intention de réguler a priori, c'est-à-dire demander aux dirigeants, puisque ce n'est pas tout à fait le président, aux dirigeants de France Télévisions, d'aller plutôt dans cette direction et d'y consacrer tel moyen. C'est aussi l'ensemble de notre démarche, c'est-à-dire que nous souhaitons accompagner, aider les acteurs de l'audiovisuel à anticiper, préfigurer, équilibrer, orienter leur action et surtout se promouvoir leurs programmes, y compris à l'étranger. Eh bien, cette démarche, nous l'appliquons à France Télévisions. Nous sommes des compagnons de France Télévisions dans sa marche vers son développement. Et je tiens à ajouter, parce qu'il y a eu des remarques personnalisées, à l'égard en particulier du président de France Télévisions, que cette démarche s'applique à lui et que notre état d'esprit est un état d'esprit de considération positive pour les efforts qu'il consent afin de gérer un groupe qui est confronté à des difficultés objectives. Pour être très clair, Rémi Filmin, le président de France Télévisions, est beaucoup critiqué. On a l'impression qu'il est critiqué de toutes parts. Vous avez des relations. Vous dites, voilà, c'est finalement pas. C'est assez bien ce qu'il a fait. Il y a des progrès. J'ai des relations fréquentes et chaleureuses avec lui. Et je ne m'engage jamais dans des critiques personnalisées. Très bien. Autre gros sujet, la loi audiovisuelle avait donné au CSA le pouvoir de faire passer des chaînes de la TNT payante à la TNT gratuite, ce qu'on a appelé l'amendement LCI, parce que Nonce Paolini, le président du groupe TF1, tient absolument à faire passer sa chaîne d'information en TNT gratuite. Est-ce que vous avez reçu officiellement la demande de Nonce Paolini? Je n'ai pas reçu de demande formelle encore, mais Nonce Paolini ne m'a laissé aucun doute sur ses intentions. Ce qui veut dire que dès qu'il adressera une lettre officielle, vous allez faire une étude de marché. Ça va prendre combien de temps? Non, bien plus. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel va délibérer sur la procédure applicable en cas de mise en œuvre de ces dispositions. Pas seulement en ce qui concerne LCI, le cas échéant. Et donc, nous établirons une règle que nous rendrons publique exactement de la même manière que nous l'avons fait pour la désignation du président de Radio France. Non, mais alors, pour être concret, LCI pourrait passer en gratuit quand, à peu près? Dans un an? Aucune décision de cette nature n'est prise. La seule réponse que je vous ferai, c'est que nous serons très conscients des contraintes économiques et programmatiques de nos interlocuteurs. C'est-à-dire que nous le ferons à un moment où les décisions, quelles qu'elles soient, pourront avoir le meilleur sens possible de ces deux points de vue économiques et programmatiques. Alors ça, vous allez regarder ça, mais j'allais dire personnellement, est-ce que vous êtes favorable au fait qu'il y ait 3 chaînes d'information publiques? 3 chaînes d'information en gratuit, pardon. Je n'ai pas d'opinion a priori sur cette question, et d'ailleurs le législateur nous indique la voie, puisqu'il nous dit que pour se forger une opinion, il faut que nous fassions une étude d'impact, que nous procédions à l'audition des éditeurs concernés et de tous les tiers intéressés.
Et c'est au terme de cette démarche que le collège, et pas moi personnellement, se forgera une appréciation. Et pour l'instant, vous n'avez pas un début d'appréciation? Je m'en garde bien. Vous en gardez bien. Alors, d'autres ont des débuts d'appréciation, voire même des affirmations. Alain Veil, le président de BFM TV, dit « Si LCI passe en gratuit, ça va entraîner un mouvement de consolidation et je serai obligé de me vendre à TF1. » Voilà. Vous seriez donc responsable d'un mouvement de consolidation dans la télévision. Est-ce que ça aussi, vous l'appelez de vos voeux? Responsable d'une décision qui n'est pas prise, ça ne recouvre pas pour moi beaucoup de sens. Je comprends parfaitement que les différents acteurs se positionnent, je les écoute, mais ce n'a pas d'influence sur la décision que le collège prendra. Alors, on parlait beaucoup de télévision. Il y a quelque chose qui émerge et qui émerge vraiment très rapidement. C'est ce qu'on appelle les chaînes YouTube. Canal+ investit beaucoup dedans. M6 également. TF1 y viendra peut-être un jour. Et M6 et Canal+ disent c'est parfait ces chaînes YouTube, elles ne sont pas régulées du tout par le CSA. Est-ce que ça restera un espace de liberté ou est-ce que le CSA va s'emparer du phénomène? Dès ma prise de fonction, j'ai été frappé par l'importance de la sphère numérique pour le développement de l'audiovisuel tel qu'on le concevait traditionnellement. Je me réjouis personnellement que des opérateurs dits traditionnels prennent le pas de ce développement. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le monde du CSA n'est pas limité au dialogue avec les éditeurs. Il doit se développer avec l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel. Et parmi ceux-ci, objectivement, il y a des grandes entreprises et des plateformes vidéo dont le statut et les fonctions sont en train de se modifier. Et c'est pour cela que nous avons entamé une réflexion sur leur rôle dans le monde audiovisuel aujourd'hui. Sont-ils par exemple des distributeurs autant que des plateformes d'hébergement? C'est une question à laquelle nous devrons répondre. Pour être concret, s'ils sont hébergeurs, ils n'ont pas beaucoup de responsabilités. S'ils sont distributeurs, ils endossent beaucoup plus de responsabilités. Certainement, mais cela n'appelle pas une régulation du type de celle qui a été fixée dans les années 80 à l'égard des éditeurs dits traditionnels. Est-ce que tout cela se fera l'objet d'une loi? Enfin, est-ce que tout cela rentrera dans la loi création que Mme Filippetti promet pour le printemps? Nous souhaitons très vivement que la loi dite création comporte deux volets qui nous concerneraient directement. L'un sur le numérique et qui serait relié évidemment à un transfert de responsabilité d'Adopi, puisque les pouvoirs publics ont pris position à ce jour en ce sens, mais pas sous la forme d'un décalque, sous la forme d'une rénovation, d'une diversification, d'un renforcement de certaines fonctions, pas de toutes, et en second lieu, une nouvelle vision de la régulation audiovisuelle qui serait cette fois pleinement une régulation économique. La loi qui vient d'être votée comporte des jalons qui nous conduisent en ce sens, mais nous avons encore à faire notre pleine mutation et nous attendons beaucoup du législateur à cette fin. Sur Adopi, on avait cru comprendre que vous ne vouliez pas jouer le rôle du gendarme de l'Internet. C'est toujours votre état d'esprit? C'est ma conception générale. Des sanctions. Ça servira à quoi l'Adopi alors? Eh bien, cela servira à étudier le marché du numérique, à conforter les liens qu'il noue avec tous les autres acteurs de l'audiovisuel, pas seulement les éditeurs, mais les fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi les producteurs. Et c'est pour cela que nous entamons une démarche de contact avec tous ces nouveaux interlocuteurs. Et je pense que cette démarche sera concrétisée par un certain nombre de manifestations et d'événements où il apparaîtra à tous que ce sont pour nous de véritables partenaires. Très bien. Dernier sujet. Au sein même du collège du CSA, vous avez interpellé Madame Françoise Laborde, qui est membre, mais qui reste salariée de France Télévisions.
qu'est-ce que vous allez lui demander? Parce que dès votre arrivée, vous lui aviez déjà fait la réflexion que c'était, j'allais dire, un petit peu incompatible. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délibéré des dispositions nouvelles qui sont prévues par la loi. Ces dispositions, sur le principe, interdisent le maintien d'un contrat. Oui. Mais elles comportent d'autres dispositions d'accompagnement qui prévoient notamment que c'est au moment de la prise de fonction et dans un certain délai que cette incompatibilité doit être résolue. Il y a donc là un problème juridique pour des membres qui sont en fonction, et en l'occurrence depuis très longtemps, oui. Depuis près de 5 ans. Et encore pour 1 an, puisque son mandat se termine janvier 2015. Or, on dit souvent que le régime des incompatibilités est de droit strict, c'est-à-dire qu'il doit être interprété toujours au bénéfice des intéressés. C'est la raison pour laquelle, pour être assuré d'une décision complètement fondée en droit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la ministre de la Culture et de la Communication et au Premier ministre de saisir le Conseil d'État pour qu'il donne l'interprétation qui doit s'entendre de la combinaison de l'interdiction générale oui. et des dispositions transitoires d'adaptation. Vous n'auriez pas pu le demander à Françoise Laborde, lui demander de renoncer à son contrat avec France Télévisions? Elle ne va pas communiquer cette intention à ce jour. Très bien. Olivier Schrammeck, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.